Bonjour à toutes et à tous pour cette édition spéciale de Fréquence Hémato avec comme sujet aujourd'hui les leucémies aiguës lymphoblastiques. Mohamed Moti, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service du service d'onco-hématologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Alors pourquoi vous avez choisi ce sujet ? Parce que c'est une maladie fascinante, la leucémie aiguë lymphoblastique. D'abord, c'est le cancer le plus fréquent de l'enfant, donc c'est quand même important. Parce que c'est un modèle de progrès thérapeutique en cancérologie et parce que récemment, on a vu des progrès thérapeutiques extraordinaires dans cette maladie. Ça concerne que l'enfant ? Ah non, non. Bien évidemment, c'est le premier cancer chez l'enfant, mais on peut en voir à tous les âges, y compris à des âges très avancés. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser qu'à celle de l'enfant. Si vous voulez, mais il y a des choses communes. D'accord, si elles sont communes. Donc les leucémies aiguës lymphoblastiques. Ça concerne combien de personnes par an dans notre pays ? Alors l'incidence, elle est quand même très très faible. Hein. C'est sans commune mesure quand on compare par rapport à d'autres cancers très fréquents comme le sein, la prostate. Aujourd'hui, 1 millier de malades. C'est-à-dire que la probabilité qu'un de nos spectateurs le rencontre dans sa carrière n'est pas évidente. Elle est très faible. Voilà. C'est pour ça que... Alors, est-ce qu'on peut passer à côté ? C'est rare quand même. Il faut passer à côté parce que le tableau est tellement cataclysmique, hein, c'est un tsunami. La triade diagnostique avec le syndrome infectieux, le syndrome anémique, le syndrome hémorragique est quand même assez parlante. Ouais. Et vous insistez sur le côté brutalité, c'est-à-dire qu'on peut imaginer que ces manifestations-là existent dans d'autres pathologies d'ailleurs, mais le fait de la brutalité, et la brutalité c'est installation en quelques jours ? C'est quelques heures ou quelques jours, ouais. Ah, ça peut être aussi brutal que ça ? Ah oui. Donc à ce moment-là, c'est une urgence. Alors est-ce que c'est des malades qui sont envoyés par les médecins généralistes ou la dégradation est telle que les services d'urgence sont appelés ? Oui, je crois que les collègues spécialistes de médecine générale envoient souvent une consultation d'un jeune, d'un ado qui jusque-là n'a aucune histoire et qui soudainement a une grosse fièvre, il a des pétéchies ou il se sent très fatigué, essoufflé, syndrome anémique, ça alerte. Avec une altération de l'état général quand même qui doit alerter. Il peut y arriver à avoir une altération de l'état général. Bon, on connaît toujours pas les causes. Non, c'est vraiment... La génétique n'a rien à voir. Alors, on ne peut pas exclure qu'il y ait des paramètres, mais globalement, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, c'est une maladie dont on ne connaît pas la cause. Clairement, ce n'est pas une maladie héréditaire, ce n'est pas une maladie liée particulièrement au tabac, puisqu'on incrimine le tabac dans beaucoup de choses. Et l'environnement, on parle beaucoup. On a vu qu'avec les radiations, on pouvait avoir des cancers du sang. Donc, est-ce que les nouveaux polluants, très à la mode, pour expliquer... D'ailleurs, est-ce que ça augmente là ? Non, l'incidence, elle est stable. Je crois qu'il faut faire attention. Il y a ce que l'on dit, il y a les rumeurs, et puis il y a la médecine par les preuves. Et aujourd'hui, on n'a pas de preuves sur le rôle de tel ou tel facteur. Ça ne veut pas dire que les radiations ionisantes ne peuvent pas contribuer, mais c'est quand même pas le cas le plus fréquent sous nos cieux. On va plutôt parler de malchance alors. Oui. Hein. Physiopathologie, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce qui va je vais d'ailleurs expliquer les symptômes ? Ce qui explique les symptômes, c'est que vous avez une cancérisation au niveau d'un précurseur lymphocytaire, au niveau de la moelle osseuse. Je vous rappelle, il y a la cellule souche hématopoïétique, il y a le progéniteur commun myéloïde, le progéniteur commun lymphoïde, qui lui va donner naissance à la fin à nos lymphocytes T, nos lymphocytes B par exemple. Et à un moment, pour une raison qu'on ignore, puisque justement on vient de parler de la cause, vous allez avoir un blocage de la maturation sur une de ces lignées T ou B, et ce phénomène est aigu. Il y a ce blocage de la maturation, la cellule va se reproduire à l'infini, je dirais, et c'est ça la leucémie aiguë lymphoblastique. On continue à avoir des lymphocytes normaux qui sont sécrétés ou ils sont tous... Alors, justement, ce que vous dites est très pertinent, à savoir que du fait de ce blocage de maturation, du fait de cette prolifération extrêmement anarchique, vous allez avoir un effet délétère sur tout le reste des précurseurs au niveau de la moelle osseuse. Et c'est là où la production des globules rouges va être affectée, d'où le syndrome anémique. C'est là où la production des plaquettes va être affectée, d'où le syndrome hémorragique. Et c'est là
où la production, en tout cas la fonction des lymphocytes normaux, mais aussi des globules blancs normaux au sens le plus large, va être affectée, d'où le syndrome infectieux. L'oncohémato, c'est traité avec un bazooka une mouche, c'est-à-dire que vous allez tout tuer, toutes les cellules. Malheureusement, c'est le principe de la chimiothérapie intensive qui n'est pas spécifique. Avec toujours, à mon sens, une question qui se pose, c'est de dire on tue tout, on ne sait pas la cause. Qu'est-ce qui nous fait dire que quand on aura tout tué, on ne va pas se retrouver avec des cellules anormales sécrétées? Non, je crois que le principe du traitement, c'est ce qu'on appelle l'induction. Oui. C'est en gros, c'est la pagaille. On met l'aplasie. Donc il faut lancer votre débroussailleuse, en quelque sorte, c'est votre polychimiothérapie, qui va, elle, taper en quelque sorte sur et les cellules leucémiques et les cellules normales. Oui. Mais une fois que vous avez éradiqué vos cellules leucémiques, ce qu'on espère, et c'est ce qui arrive en pratique, c'est avoir une régénération de la cellule souche, de la moelle osseuse normale. Alors certes, ça n'arrive pas tout le temps, mais enfin, vous obtenez une rémission complète morphologique dans 90% des cas, le plus souvent. On va y revenir. Le médecin doit être alerté en permanence sur ce risque-là, même s'il n'en voit pas. C'est quand même toujours une petite musique dans la tête. Il faut avoir des réflexes. C'est une vraie urgence, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est immédiatement... il faut les adresser... service d'hémato. Du moins aux urgences de l'hôpital. Aux urgences d'hôpital qui vous les donne. Qui va les référer. Et le traitement débute tout de suite. En général, oui. Il y a un bilan diagnostique naturellement, parce qu'il y a un paramètre important dans les leucémies aiguës, qu'elles soient lymphoblastiques ou myéloblastiques, à savoir qu'il ne faut absolument pas louper la caractérisation de ces leucémies au départ grâce à la cytogénétique, grâce à la biologie moléculaire, et de plus en plus on fait du NGS, c'est-à-dire du séquençage génomique. Dans la triade des moyens thérapeutiques du cancer, bon, évidemment la chirurgie on n'en parle pas, elle a absolument non, là on est dans un cancer liquide. Aucun intérêt, cancer liquide. La radiothérapie, ça reste une arme ou... Alors justement, dans le cadre des leucémies aiguës lymphoblastiques, la radiothérapie est intéressante parce qu'on sait qu'il y a des organes sanctuaires, notamment le système nerveux central. Et on sait que ce système nerveux central n'est pas toujours, en tout cas n'est pas le plus facilement accessible à notre chimiothérapie systémique. À cause des barrières Les barrières classiques hémato-encéphaliques. D'où, dans cette pathologie-là, de l'usage répété des chimiothérapies intratécales, donc les ponctions lombaires avec injection de chimiothérapie intratécale, mais aussi de l'irradiation encéphalique. Systématique ou c'est dans les formes résistantes ? Ah non, alors d'abord, au moment du diagnostic, un des éléments majeurs, c'est de vérifier s'il y a une atteinte ou pas du système nerveux central. Mais je crois que la prophylaxie au niveau du système nerveux central est systématique. Une atteinte du système nerveux central, c'est-à-dire des manifestations cliniques ? C'est la présence de blastes, de cellules leucémiques dans le liquide céphalorachidien. Et donc, qui peut avoir un effet... On fait une ponction lombaire systématique à tous ceux qui ont une... Absolument. Ah oui. Et donc, une prophylaxie quasi systématique, même si on ne trouve pas de blast. Absolument. Donc la chimiothérapie, je suppose qu'elle est assez classique. C'est des polychimiothérapies, des combinaisons. Depuis des années, depuis le temps qu'on traite par ces chimiothérapies, on a maintenant des protocoles qui sont appliqués. Les protocoles sont très bien standardisés, ils sont même internationaux, donc c'est très fiable. Donc, vous mettez le malade en aplasie, bien évidemment, il est dans une zone protégée de l'hôpital, ou du moins de votre service. C'est des chambres protégées, oui. On a maintenant cette notion que connaissent peut-être pas très bien un spécialiste de médecine générale, qui est celui de la maladie résiduelle. C'est-à-dire qu'on peut fort bien avoir une pseudo-rémission, mais avoir la maladie qui est sous-jacente et qui est à un stade infra je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais comment on met en... Alors justement, on a parlé il y a quelques secondes du caractère pronostique au diagnostic, c'est-à-dire de l'évaluation de la cytogénétique, des anomalies chromosomiques, des anomalies moléculaires. Mais ce qui est fascinant dans cette maladie, c'est qu'en cours de traitement, de manière donc dynamique, on peut également évaluer le pronostic indirectement
en évaluant ce qu'on appelle la maladie résiduelle. C'est-à-dire notre cas, parce que quand on parle de rémission complète, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est quelque chose de morphologique. Ça veut dire quand on analyse la moelle osseuse, on la regarde. Il n'y a plus de cellules cancéreuses. Il n'y a plus de cellules cancéreuses. Mais ça ne veut pas dire que vous avez éradiqué toutes les cellules cancéreuses. C'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'elles ne sont plus là. L'exemple que vous donnez au grand public de dire de la mauvaise herbe et des racines, je crois que les médecins peuvent le comprendre aussi. On a enlevé la mauvaise herbe, reste c'est la racine. Et c'est quoi justement, la maladie résiduelle, grâce à des outils de cytométrie en flux ou des outils moléculaires. C'est des cellules infra... En fait, c'est notre capacité à dire, si on prend par exemple un seuil de maladie résiduelle à 10-5, ça veut dire quoi? 10-5 quoi? Exactement. Quand vous analysez 100 000 cellules, ça veut dire que vous êtes capable de détecter une cellule anormale, une cellule leucémique. Et donc, si vous êtes à ce seuil-là, vous dites... La maladie est toujours là. Non, justement... Si elle est en dessous de ce seuil-là, oui, d'accord. Si plus vous descendez profond, plus ça veut dire que vous allez éradiquer quand même profondément la maladie. Alors, j'aime bien... Et ça, c'est important parce que ça permet... ce qui est important, c'est notre capacité à modifier le traitement en cours de route grâce à la maladie résiduelle. Alors, j'aime bien l'idée de suivre un malade. On a vu, il est rentré dans votre service. On a fait une chimiothérapie. On en fait 1, 2, 3 ou... Alors, il y a d'abord la phase d'induction. C'est un peu ma débroussailleuse. Mais après, il y a des traitements de consolidation. Mais il y a aussi des ajustements de traitement en fonction du résultat de la maladie résiduelle. Et justement, ce résultat de la maladie résiduelle, vous le faites systématiquement après chaque intervention, après chaque protocole? Alors, en fonction des protocoles, le point décisionnel peut varier. Mais de manière simple, on peut dire qu'il faut évaluer quand même après l'induction. En réalité, ce qui est important, peu importe le détail des protocoles, c'est que la maladie résiduelle doit être évaluée à un moment où on peut agir sur le plan thérapeutique, sinon ça n'a pas d'intérêt. Alors, il y a un truc curieux, c'est que maladie résiduelle, on en parle depuis pas si longtemps que ça. On a l'impression que c'est un examen de routine partout. Ça se fait vraiment partout, ces examens-là, maintenant? Non, c'est des examens qui se font dans des centres spécialisés, naturellement. Justement, mais est-ce que toutes les leucémies bénéficient de ce protocole? Alors là, c'est un peu plus subtil, puisque clairement, dans la leucémie aiguë lymphoblastique, c'est le modèle par excellence de l'étude et de l'analyse et de l'impact de la maladie résiduelle. Maintenant, dans d'autres maladies, comme la leucémie aiguë myéloblastique, c'est en train de percer. Dans le myélome multiple, on a déjà eu l'occasion d'en parler ici, c'est en train de percer. Et je vous rappelle que dans les lymphomes, quand vous faites un PET scan, ce n'est autre qu'une analyse de la maladie résiduelle. Si je comprends bien la séquence thérapeutique, quand le malade arrive chez vous, vous le mettez en aplasie. Vous avez fait la radiothérapie avant? Vous avez fait la ponction lombaire avant? C'est après. Les ponctions lombaires, c'est en cours du traitement. C'est en cours de traitement. Et la radiothérapie, c'est après. Au bout de combien de séquences de chimiothérapie, vous vous dites qu'il faut qu'on passe à autre chose? C'est là où la puissance de la maladie résiduelle... Oui, justement, mais si la maladie résiduelle est toujours présente, c'est au bout de 3-4 Non, alors en fonction des protocoles, ça peut être le changement peut-être après l'induction d'emblée ou après la première consolidation. Après, il y a différents protocoles en cours. Donc après, si je comprends bien, il y a un moment où vous décidez de faire une greffe ou pas? C'est là où rentrent en jeu les paramètres pronostiques et la maladie résiduelle. C'est vrai que si, au bout d'un certain temps, le malade est catégorisé dans une rubrique dite de mauvais pronostic, c'est là où on va sortir l'arme de l'allogreffe de cellules souches, où le malade devient candidat. Vous savez que j'aime les chiffres. Alors sur 100 leucémies qui rentrent dans vos services, il y en a combien qui vont aller jusqu'à la greffe? Alors c'est difficile, je ne peux pas vous donner des chiffres précis. C'est étonnant que vous ne puissiez pas donner ces chiffres. Mais parce que je suis un peu biaisé, parce que moi je vois surtout qu'ils sont ceux qui... Il n'y a pas des chiffres au niveau international de dire la greffe, ça représente 25% des leucémies, non? Alors si, on a quand même des chiffres. Aujourd'hui, si vous prenez toutes les allogreffes à l'échelle mondiale, les statistiques du groupe EBMT, la leucémie aiguë lymphoblastique représente 15% des indications des allogreffes. Voilà, donc... vous avez un chiffre, si vous voulez. J'ai un chiffre. Et puis alors, le bout du chemin, quand tout ça ne marche pas, on l'a vu, on a fait beaucoup d'émissions ensemble, il y a ces fameuses carticelles qui sont les nouvelles
les nouvelles techniques qui sont réservées vraiment à quelques malades dans le monde. On ne peut pas faire une émission sans parler des carticelles. Ouais, c'est pas possible. On les sort à toutes les sauces, mais il est vrai, il faut reconnaître que dans la leucémie aiguë lymphoblastique, on a assisté au cours des 3-4 dernières années à un vrai bouleversement thérapeutique. Pas uniquement à cause des carticelles, mais il ne faut pas négliger aussi les agents pharmacologiques, les anticorps. On a les anticorps biclonaux, comme le blinatumomab. On a également l'inotuzumab. Donc, soudainement, dans cette pathologie où les grands progrès avaient lieu grâce à des chimiothérapies conventionnelles, on a des nouveaux acteurs, des nouveaux joueurs, les anticorps, mais également de la thérapie cellulaire avec les carticelles qu'on a déjà évoquées. On a dit 90% de guérison. Chez l'enfant, oui. Chez l'enfant, donc restent les 10%. Est-ce que ces nouvelles thérapeutiques sont pour les 10%? C'est ce qu'on espère. C'est plutôt pour ça. On est au bout de combien de temps, puisqu'on a suivi le malade rentrer dans votre service? On arrive aux carticelles ou aux nouvelles thérapeutiques au bout de combien de temps? Au jour d'aujourd'hui, naturellement, par exemple, je crois que l'usage des anticorps commence à être assez classique, surtout si votre maladie résiduelle reste positive. Les carticelles, les essais sont surtout faits dans des phases très avancées. Naturellement, vous développez toujours une nouvelle thérapeutique en cancérologie à des stades avancés. Mais cela ne veut pas dire que dans les années à venir, on ne va pas remonter les lignes. Mais grosso modo, c'est une histoire de 2-3 ans, l'histoire d'une leucémie dans le temps. Alors, vous avez vraiment différents groupes. Vous avez des maladies dites réfractaires d'emblée, où, quoi que vous fassiez, la maladie reste rebelle, résistante. Et là, vous pouvez avoir recourir à ces thérapeutiques d'exception. Mais c'est vrai que la maladie peut rechuter. Les clones de la leucémique deviennent de plus en plus résistants. Et là, quand vous avez épuisé tous vos outils thérapeutiques, vous pouvez utiliser... les carticelles ont été utilisées. Alors, cette émission est terminée, mais j'aimerais bien qu'on revienne dans une prochaine émission sur la maladie résiduelle, parce que c'est quand même quelque chose de nouveau qui a l'air d'être fascinant, et pas forcément dans les leucémies, bien évidemment. Et surtout aussi sur le coût de la guérison. Je ne parle pas du coût financier. Je parle du coût humain de la guérison. Par exemple, est-ce qu'il y aura une sensibilité évidente à d'autres cancers? Alors là, c'est très important ce que vous dites, parce que certes, ces malades sont guéris, mais il faut savoir qu'il peut avoir des complications au long terme. Et c'est vrai que le dernier plan cancer en France a mis l'accent sur cet aspect-là, parce que ces gens sont guéris, mais 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans après, il peut survenir des complications. Bien évidemment, je ne parle pas des troubles endocriniens, des retards de croissance, problèmes de fertilité, mais aussi il y a les cancers secondaires, il y a les problèmes cardiaques, il y a les problèmes pulmonaires. Et donc, c'est là où il faut une mobilisation, je pense, de tous les acteurs, de toutes les spécialités, y compris nos collègues généralistes. C'est là, effectivement, ils ont un rôle évident à jouer. Absolument. Écoutez, une seule promesse, on y reviendra très bientôt. Merci Mohamed Moati, on se retrouve dans un mois, on fera de l'hémato plus traditionnel. Vous quitterez un petit peu de votre champ de plaisir quotidien pour parler de quoi? De thrombose on peut, allez, voilà. Si ça vous fait plaisir. Allez, au mois prochain. Bonne soirée.